De quoi tu parles? De quoi tu parles, Dernière série d'émissions de quoi tu parles de cette première saison inaugurale. De quoi tu parles? Bon, Et moi, Marc-Antoine Joly. Dernière semaine, quand même. Nos derniers 4 shows pour cette première saison. On va frapper le 150e épisode. 150. Aujourd'hui, oui. 148. 148. Prochain épisode. 149. Après. 150. Eh ben voilà. Et voilà. Et voilà. On vous... Faut pareil à passer. On vous le dit qu'on est capable de compter jusqu'à ça. Je sais pas si on est capable après 150, par contre. 151? Oh! Ça veut-tu dire qu'on pourrait potentiellement... On continue. Oui, oui. Mais si on dit on finit la première saison, c'est parce qu'on estime qu'il va y avoir une deuxième. Exact. Mais en même temps, on a déjà vécu ça. Ouais, la télé, ils disent « Ah, il va y avoir une autre saison », puis elle arrive jamais. Sauf que nous autres, on n'a pas de financement à point. Fait que c'est correct. C'est vraiment nous autres qui choisissent. Mais vraiment, 3 invités de marque pour finir cette saison. Cette saison. Aujourd'hui, on s'en va faire une tournée un peu spéciale qu'on n'a pas faite encore. Oui. Les prochains épisodes, c'est du monde que vous connaissez déjà. C'est des préférés de show. Céleste Lévy, Steph Paquette. C'est avec eux autres qu'on va terminer la saison. Mais aujourd'hui, on l'a dit. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Même pas proche d'avoir fait. Non, même pas proche. Quoique, on a fait un peu du monde dans le monde du sport. Oui, donc, oui, c'est vrai. Mais on a fait du monde qui se rentrent dedans aussi. Au théâtre. Oui. Et là, on rencontre ces deux mondes. Les deux mondes. Le monde de la lutte professionnelle avec le ticket de Hawkesbury, le gibier. Le petit gibier. Le petit gibier. Mathis Mire. Aujourd'hui, à l'émission. Allons découvrir c'est quoi ça de la lutte. En français, s'il vous plaît. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dans la longue lignée de lutteurs qui existent, on a une certaine Roche, Dwayne La Roche Johnson. On a un certain monsieur de la petite frette, Steve Austin. Et là, le petit gars de Hawkesbury qui se promène en tête et qui fait des backflips. De quoi tu parles de Mathis Mire? Ça va bien? Yes, ça va bien. J'aime vraiment ton intro, c'est incroyable. C'est une bonne intro. C'est la wrestling sur RDS que je viens de faire. Dubbé en français. C'est incroyable, ça. C'était vraiment bien fait, Nick. Nick est très bon dans les intros. Mais une première pour nous de recevoir un lutteur. Oui. Et un lutteur accompli aussi. Vraiment qui... Ben, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, c'est ma première question. Ouais. Ben, tu sais, je dirais que depuis que je suis dans le milieu, que j'ai commencé mes cours et tout ça, ça fait 8 ans. OK. Wow. Donc, ouais, ça fait quand même un petit bout. Puis, non, ça lâche pas depuis. Moi, je me souviens, la première fois qu'on a discuté de lutte ensemble, je faisais de la suppléance au sommet à Hawkesbury, c'est pas une joke. Ouais. Et puis là, tu me parlais de ça, t'es comme, là, je vais aller avec cette nouvelle entraîneur-là, puis je pense que ça va vraiment m'aider à tout ça. Puis j'étais comme... Je trouvais ça tellement hot que tu ailles au bout de ton rêve puis que tu te rendes là parce que on s'entend, c'est pas à chaque coin de rue là, des écoles de lutte puis tout ça. Puis le fait de faire ça, d'avoir trouvé les démarches pour te rendre là, comment tu t'es pris? Ben c'est sûr, comme au début, c'était vraiment pas évident parce que j'avais 12 ans quand j'ai commencé. Vous pouvez imaginer, là. Puis, tu sais, ils disent que l'âge, techniquement, pour pouvoir commencer, ton corps peut prendre ces impacts-là, c'est 16 ans. Okay. Donc, j'étais pas vraiment accepté nulle part, mais ma mère, j'ai tellement achalé puis tout, parce que moi, c'est vraiment ma passion, puis comme, je voulais débuter même à un jeune âge. Donc, là, ma mère, finalement, a trouvé Jacques Rougeau, l'école de Jacques Rougeau, qui est un lutteur dans cette école. Canadian Mountie. Ouais, le Mountie, le Québécois. Donc, non, c'est ça, j'ai commencé avec Jacques à l'âge de 12 ans. Il a vu que j'étais sérieux. Parce qu'au début, il a dit s'il est pas sérieux, lui, il voulait vraiment comme, tu sais, vu que j'étais jeune. Mais j'étais vraiment sérieux. Moi, c'était comme, quand j'allais à la lutte, j'étais focus. C'était pas comme, tu sais, comme moi, pour moi, j'étais motivé puis tout. Donc, c'est ça, non, ça a bien été. De là, j'ai fait mes cours pendant environ 6 à 8 mois. Puis là, j'ai commencé à avoir des matchs avec Jacques. Puis là, ben c'est ça. Depuis, actuellement, je m'entraîne à The Keep. Okay. Parce qu'avec Jacques, c'était à Montréal. Oui. Puis là, je m'entraîne à The Keep à Gatineau avec Stu Grayson et Evil Uno. Donc, Evil Uno qui est de la All Elite Wrestling. Donc, c'est ça, non? L'entraînement avec eux, ça se passe super bien depuis.
Mais justement, ton début dans la wrestling, je sais que quand on était jeune, je veux pas, c'est quelque chose qu'on a regardé souvent ces programmes à la télé, il y avait les Raw, il y avait les SmackDown, mais de faire aussi de la lutte en français, que quand on pense, tu sais, avant les Sami Zayn de ce monde qu'on voit maintenant, puis les Kevin Owens qui sont francophones, quoique leur dialogue se passe uniquement en anglais parce que sinon personne va comprendre, à moins qu'ils sont à Montréal, puis là, il peut sacrer, puis là, tout le monde cheer. Mais tu sais, à part de Jacques Rougeau, qui était, je pense, le premier francophone, premier franco-canadien, du moins. Il y avait André the Giant, qui est un Français. Il y avait des personnes de même, mais de se dire qu'on est capable de le faire, de la wrestling, parce que c'est pas que le sport. Non, ça n'a pas de sens. Mais là, puis c'est aussi, il y a tout un jeu aussi dans le wrestling, puis là, en plus de ça, tu dis, on va faire une étape de plus, on va pas se compliquer la vie, mais se mettre un autre bâton dans les roues un peu qu'il va falloir rouler vite puis le casser, de le faire en français. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de français dans le milieu de la lutte, puis c'est un bel aspect que tu apportes. En fait, le premier, je pense, c'était Pat Patterson, dans les années 80, qui fut en fait le premier champion intercontinental. Puis ça, je trouve que c'est une belle inspiration. En plus, c'est le premier lutteur ouvertement gay à l'époque, quand c'était pas vraiment accepté. Donc, je pense que ce soit un Québécois français qui ait fait ça, qui a été le premier champion intercontinental, ça a quand même ouvert des portes au niveau du Québec puis du Canada, en fait. Mais non, le pourcentage de lutteurs, mettons, qui percent, qui canadien-français, il est vraiment pas élevé. On s'entend Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont vraiment été sortis de la norme parce que les deux, en plus, ils ont percé et sont comme des main events, des gars de main event, là, à cette heure. Mais pour moi, ça représente beaucoup parce que oui, je suis quand même bilingue, je parle également en anglais, donc c'est comme ça pourrait être une faiblesse, mais au moins, je suis capable de parler en anglais, même si c'est sûr que ma langue principale, c'est le français, mais pour moi, je vais toujours garder mon français partout où je vais, puis ça va être important de le représenter, là. Ça fait partie de toi un peu, puis moi je trouve que ça fait partie évidemment de ton histoire puis de ton dialogue, puis évidemment aussi, mais même du nom de lutteur. Oui, il y a t'as pas fait, tu sais, Kevin Owens, je sais pas si c'est son vrai nom de baptistère, je pense pas. C'est probablement Jean-Jacques quelque chose, là, tu sais, un nom ben de la paroisse, tu sais, mais tu sais, peut-être t'aurais pu être l'équivalent d'un nom anglophone, mais de garder ton nom en français, non, absolument. Puis tu as eu aussi, différents, je trouve, des sobriquets aussi qui sont très francophones aussi dans tes trucs. Tu peux-tu nous en nommer une coupe, puis l'évolution de tout ça? Au début, ça a commencé, j'étais la Jeune Star, parce que c'était comme puis j'avais une équipe, donc on s'appelait les Jeunes Stars ensemble. Puis là, tu sais, en anglais, ça se traduit quand même bien, là, Young Stars, donc, tu sais. Mais depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que mon sobriquet, c'est le petit gibier. Oui. Ça, c'est un peu particulier. Beaucoup de gens me demandent pourquoi. C'est comme ça vient d'où. C'est sûr que quand je lutte en Ontario, je l'utilise pas parce que les gens... Mais des fois, les commentateurs, je me surprends. J'écoute IWTV, qui est une chaîne de lutte américaine, puis qui a aussi des... comme la NSPW du Québec est dessus, il y a C4 Ottawa qui est dessus, donc il y a quand même des compagnies canadiennes, puis tu sais, les commentateurs, ils me connaissent, et là, des fois, ça va TJ bien, puis là, ça me fait rire, parce que c'est comme, ben, c'est cool parce que ça me suit un peu, mais en gros, ça a vraiment commencé d'un inside joke, tu sais, puis là, ben, moi, je le vois un peu la définition comme, je suis une proie, mais en même temps, c'est moi qui chasse. Oui. Ça a quand même un petit lien à quelque part, puis ça pogne beaucoup, là, comme à Montréal, les gens, ils scandent le petit gibier, comme, je sais pas pourquoi, mais ça pogne là-bas, donc... ça pogne au bout. Moi, je trouve ça incroyable, le petit gibier comme nom. Ouais. Je trouve ça, c'est tellement un beau nickname, un beau sobriquet. Est-ce que d'amener ça avec ton personnage, peut-être c'était-tu difficile parce qu'évidemment de fois en fois vous créez la lutte, on va se le dire, il y a une grande partie qui est le fameux storyline qui est super important pour les fans et pour vous de créer ça puis d'inclure tout ça. Comment c'est-tu comme écrit sur des gros tableaux? C'est-tu vous autres qui créez ça? Est-ce que ça se fait vraiment de show en show? Comment que ça fonctionne? Ben, tu sais, mettons, quand moi, j'étais avec Jacques, c'était vraiment des gros personnages forts, là. C'était comme... Puis, tu sais, moi, il a dit, t'es jeune, fait que tu vas être comme, tu
va être le petit Mathis. Donc, tu sais, c'était ça un peu... ils m'ont appelé le petit Mathis. C'était un peu, j'étais le jeune, j'étais la recrue, whatever. J'avais des franges, tu sais, j'étais vraiment un peu habillé comme Ultimate Warrior, mais un gars de 12 ans. C'était genre... Mais, tu sais, quand j'ai parti par moi-même, puis j'ai parti des Indies, pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est vraiment la lutte indépendante. Donc, pas des compagnies qui sont à la télévision puis qui sont dans les environs. Donc, là, il fallait vraiment je créer ma propre identité. Puis là, j'avais la Jeune Star puis tout, mais c'est dur pour un lutteur de vraiment définir un personnage parce que j'aurais pu choisir de dire, OK, je m'en vais sous un masque puis je vais agir comme un luchador ou tu sais, mais c'est... Moi, on dirait depuis le début, je me voyais vraiment plus agir comme moi-même. Tu sais, je suis un gars qui est extraverti dans la vie, qui aime avoir du fun, puis tout. J'ai dit, garde, je vais juste prendre ma personnalité puis l'amplifier sur un ring de lutte. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, puis je pense que ça a du sens aussi parce que si on commence à faire des personnages comme... Des fois, je fais des petits personnages, c'était là comme en fin de semaine, ben, est-ce qu'on a le droit de sacrer ou non? Oui puis non. Oui puis non. Ben, OK. Le côté, oui. Le côté dérangé de... Dérangé de Mathis Mir en fin de semaine. Oui. Comme ça, j'aime beaucoup le faire parce que là, je vais dans un autre aspect de ma personnalité. C'est comme... c'est moi, mais comme... qui a perdu la boule, là, puis faut qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un storyline derrière pour que le personnage se rende là. J'ai aussi Mathis Yeehaw McGraw, qui est le cowboy. J'aime ça faire des différents personnages ici et là, mais mon personnage principal, c'est le petit gibier, puis j'aime ça vraiment comme... Il y a beaucoup de layers, je trouve, au petit gibier, il y a beaucoup comme de facettes, mais ça reste que c'est moi, comme je disais, mais qui est amplifié, puis c'est ça. Donc moi, j'ai décidé de prendre cette route-là, puis je pense que j'ai quand même mis beaucoup de travail tout de même à réaliser. Ça m'a pris du temps avant de réaliser, OK, comment comme je peux agir, comment je vais réaliser face aux réactions de la foule en tant que personnage de petit gibier. C'est très sharp, ça. Il y a beaucoup... Je pense que le monde sous-estime 100%. Le travail, physique, mais aussi... Le travail de création de texte, de création d'histoire, de création de personnages, c'est comme une grosse pièce de théâtre, mais t'as comme des backflips, de la chorégraphie, puis tu passes à travers d'une table. Puis, c'est pas une tirade de nez, tu sais. C'est pas le même niveau de complexité, puis de être super en shape, parce que ça bouge, là, comme... Ça n'a pas de sens. C'est faire un full-on sprint, puis des body slams, tout, puis t'as pas vraiment tant de temps que ça à reprendre ton souffle. Non. T'as un 2 count pis t'es comme OK, je me lève l'épaule puis let's go, c'est pas fini. Aussi, une chose que les gens vont souvent nous respecter après qu'ils sont au courant comment ça fonctionne. Tu sais, la lutte pendant un bout, c'est c'est-tu fake, c'est pas fake, c'est arrangé, c'est prédéterminé. C'est pas fake. Moi, c'est ça que je vais dire. C'est du théâtre extrême. Là. Comme tu as dit, il y a des vrais impacts. Cardio, c'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Là, comme, même comparé au hockey, là, c'est comme tu dois aller chercher la réaction de la foule en même temps que tu dois justement faire des mouvements acrobatiques. Mais la chose souvent que les gens réalisent pas, c'est comment qu'on monte un match de lutte. Comme dans WWE, c'est différent. Puis quand je luttais avec Jacques, c'est différent. Mais quand on va à un match de lutte, des fois, je peux arriver à 5 heures, puis mon match est à 7 heures, puis on monte notre match en comme 10 minutes. C'est comme, OK, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça, OK, on va faire telle séquence, boum, je fais... Tu sais, comme, c'est vraiment genre... Puis on a une histoire à raconter au travers de ça. Oui. Souvent, les gens pensent, ben c'est planifié depuis une semaine. Non. On arrive là, on se parle, puis on détermine notre match rendu là. Puis des fois, ça peut arriver que mon adversaire va arriver 20 minutes avant le match. C'est rare, là, mais ça. Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, OK, le reste, on se parle dans le ring. Ouais. Fait que pour ça, c'est vraiment un aspect que les gens savent pas des fois, mais c'est quand même complexe. C'est très complexe, puis il y a un côté d'improvisation, d'une certaine façon aussi. Improvisation, évidemment, avec quelqu'un, parce que tu as besoin d'avoir des réactions puis de le vivre ensemble. Mais le fait que faut que vraiment tu connaisses ta lutte, faut vraiment que tu connaisses les codes, essentiellement, de tout ça. Comme, est-ce que il y a des fois où tu es dans un match puis tu le sais que tu es comme ça, c'est un excellent match, ou des matchs que tu es comme OK, ça, faut stepper up un peu, là, on commence à être trop stagnant. Comment ça se faire vit? Un frog splash d'ici 5 secondes, sinon tout le monde décroche.
Là, en plus, c'est un de mes finishes. Ouais. Oui. Mais, ouais, dans le fond, ça dépend aussi. Moi, je vais toujours dire, ça dépend. C'est où que tu fais ton combat, dans quelle compagnie, quelle ville. Puis, chaque match a son propre rôle, selon moi. C'est ça qui est un peu le problème, je trouve, souvent dans les shows de lutte au Québec puis en Ontario. Souvent, les lutteurs vont essayer de faire les mêmes matchs que les autres. Comme dans le sens que, OK, ben on va essayer de faire juste un match régulier avec la même structure. Par contre, je trouve qu'il manque, tu sais, pour moi, il faut un match qui est plus comédique. Il faut un match que c'est plus comme de l'intensité puis qui est plus des coups, des gros impacts. Un match qui est plus des acrobaties. Tu sais, pour moi, chaque match devrait avoir son propre rôle sur une carte, mais tu sais, ça dépend des opinions des gens également. Parce que d'abord, avant tout, c'est un spectacle, mais pour revenir plus à ta question, comme oui, des fois ça arrive, on est dans un match puis t'es comme OK, la foule réagit pas trop, tu sais, ça dépend du placement, t'es où. Tu sais, comme l'autre jour, j'ai fait un match de 3e sur la carte, ça a donné que les 2 matchs avant nous, on fait genre 20 minutes, comme ils ont busté leur temps. Okay. So là, c'est comme tu le vois que la foule est un peu plus à donner beaucoup d'énergie. Ouais. C'est la même chose quand t'es soit comme semi-main event ou tu sais la foule, tu vois qu'elle est fatiguée. Faut vraiment t'essayer d'aller différent. Si tu y vas dans la même formule que les autres combats, c'est sûr que la foule elle va avoir vu comme les enchaînements similaires et tout ça, elle va être moins réactive, mais tu sais, t'as des places que tu vas aller, comme la GPW à Gatineau, que je vais lutter, puis on fait juste un tackle, comme une prise de tête, puis les gens vont réagir, là, comme... Fait que, ça dépend où si tu luttes, comme quel type de lutte que tu vas donner. Ça va être plus un gros match avec ben des séquences puis beaucoup d'action ou un match plus divertissement, là, tu sais. Tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as dit 20 minutes, c'est buster le temps. C'est quoi un standard? Un standard de temps pour un match de wrestling? Ben, nous, quand on arrive à l'arrière, on a une liste, une feuille avec comme, OK, c'est qui gagne, c'est quoi ton temps, puis tout ça. OK. Donc, mais on a un temps qui est donné avec ça. Souvent, c'est comme entre 6... Mettons, la norme, c'est 8 à 10 minutes. OK, quand même. Puis là, tu vas avoir aussi l'indication si c'est curtain to curtain, donc rideau à rideau ou cloche à cloche. OK. Cloche à cloche, ça veut dire c'est en dedans, dans comme dans ton match. Ring. Rideau à rideau, c'est quand tu sors du rideau avec ton entrée. Puis l'entrée, oui. Donc, si tu sais, dans des compagnies encore là indépendantes, des indies, comme j'ai mentionné plus tôt, ça va être plus fréquent que les gens vont buster parce que c'est pas filmé, c'est pas à la télévision pis tout ça. Mais ça peut jouer sur la qualité du spectacle au final. Puis si moi, comme je disais, je passais 3e, mais là, les autres, ils avaient busté leur temps de 3-4 minutes chaque, mais là, encore là, ça a un impact sur la réaction de la foule. Oui. Et sur l'événement en tant que tel aussi. Exactement, oui. Je trouve fou, ça pareil. tellement intéressant d'entendre ça. Puis je suis certain que les gens qui écoutent, ils trouvent ça fou parce que j'aime comment tu en parles et sans hésitation surtout. Tu sais, il y a des gens qui vont peut-être garder ces trucs-là ou whatever, mais je trouve ça tellement intéressant de l'entendre parce que moi, évidemment, quand je vais voir de la lutte, je me dis, je m'en vais voir un spectacle avec des athlètes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est des athlètes qui nous donnent un spectacle qui se retrouve dans aucune autre discipline. Il n'y a rien qui arrive proche de ça. C'est unique en son genre. Oui. Ben, t'as de la boxe puis de la UFC. Oui. Mais là, c'est pas scripté. Non. Puis ils se font beaucoup plus mal. Oui, en même temps, les lutteurs, des fois, ils se font Il y a ça aussi. vraiment, Souvent, vraiment mal. Comme oui, vous pouvez absorber des coups, mais il y a certains... Quand tu fais un frog splash, là, t'as sauté 10 pieds dans les airs puis t'as atterri sur le chest Puis d'un je autre sais gars. pas si tu as vu le frog splash. Son Oui, frog splash, il est long, il est exagéré. Là. Il est tough. Moi, je voudrais pas être là. Non. Je me tasserais. Je ferais un roll out of the ring. Oui. Tu comprends? C'est ça. That's it. Puis tu sais, on parle de la boxe, on parle de la UFC. Ils ont des breaks. Oui. Tu sais, la boxe, des fois, ça va des rondes de 2 minutes. Puis là, c'est comme, va t'asseoir pour 1 minute, mon chum, après ton souffle. Et un ref qui dit, OK, c'est assez. Ouais. Eux autres, le ref, là, c'est eux autres qui décident si c'est assez ou non. C'est ça. C'est ça. Le ref a juste frappé. Hey, les refs, ils savent-tu quand c'est supposé de finir? Oui, mais comme exemple, j'avais un match 2 ou 3 fins de semaine passées. Nous, on a comme fait notre match, mais c'est comme un 5 contre 5. So, c'est beaucoup. C'est dur à gérer, là. Tu sais, on avait oublié de dire au ref c'était quoi notre finish. Finish, c'est la fin de match. Aussi, c'est comme... Des fois, c'est des choses comme ça, mais habituellement, les arbitres vont venir nous voir pour savoir, mais les arbitres, par contre, là, je dirais, sont quand même un gros rôle. Oui. Genre, veut pas, si le ref est pas là, le match est Non, pas non, là. exact. Parce que... Puis souvent,
les bons refs vont avoir des montres, puis ils vont nous dire, OK, ben, t'es à tant de temps. Fait que, puis des fois, on va les utiliser pour communiquer avec l'autre adversaire. On va dire au ref, OK, dis à tel que c'est ça qui s'en vient. Mais c'est comme, on est discret, tu sais, ça paraît pas. On essaye, du moins. Mais, pas comme John Cena, mettons. John Cena, lui... John Cena, il n'existe pas. C'est un corps ambulant. Je sais. C'est une casquette qui flotte de temps en temps. Ouais. Il est zéro discret dans ses calls de shot. C'est incroyable. Ouais. Mais vous autres, vous êtes très discrets. Moi, t'avoir vu, ça va être je t'ai vu 2 fois déjà, je pense. Non, 2 fois, oui. Et puis... je trouve ça incroyable des fois ce que vous allez créer. Comme par exemple, la dernière fois que je t'ai vu, il y avait des tables. Vous avez décidé, c'était un match considéré c'est hardcore. Un moment donné, tu passes à travers une table, tu dis parfait, c'est prouvé, c'est fait. Et là, dans la même joute, t'es comme pourquoi pas passer une autre fois dans une table juste pour prouver comment tough que je suis. Je me souviens m'avoir dit à moi-même, genre, non, c'est correct, tu l'as fait. Pas besoin d'une deuxième fois. Et c'est comme, comment tu te prépares à ça pour vrai, là? Benz Voltaren. Ouais, c'est ça après, mais tu sais, comme, y a pas vraiment, tu sais, comme, en fin de semaine, j'en fais un match hardcore. C'est rare, j'en fais, moi, perso. Y a des gens qui en font plus souvent, mais moi, si l'histoire est bonne, puis le scénario est là, je suis all-in. Parce que c'est l'histoire d'abord et avant tout. Si je m'en vais juste faire un match hardcore, violent, pour aucune raison, ben au final, ça revient pas à grand-chose. Mais quand il y avait une histoire comme là, en fin de semaine, à Montréal, tu sais, c'est contre Mathieu Saint-Jacques, un des lutteurs du TDT, puis c'est un lutteur bien respecté, puis que je sais que ça va être un de mes meilleurs matchs sûrement à vie. Fait que ça, tu sais, puis je suis prête, puis avec l'adrénaline aussi, c'est surprenant comment que il y a des choses qui se font moins mal que ça pourrait faire très très mal sans l'adrénaline. Comme des fois on mange des maudits gros impacts puis on en revient de ça comme si rien n'était, mais tu sais, j'aurais pas dans la vraie vie là des fois tomber à terre là. J'ai déjà mangé des souplexes à terre sur du plancher là, net là, comme... Des fois, tu marches sur le trottoir puis tu tords un peu haché puis c'est la fin du monde, là, tu sais. Ouais. Tu pognes une craque mais non, l'adrénaline a joué un gros facteur là-dedans. Là. Je vais parler d'une dernière chose, c'est la wrestling a connu une très grosse époque autant de la WWF, là il y a eu de la WWE, puis là dans les débuts 2000, il y avait les Rey Mysterio, les Big Show, les Undertaker, les John Cena, Triple H, D-Generation X, toute cette, il y avait cette vague là de début 2000, puis là on dirait dans les années 2010, ben pour moi là, en tout cas là, il y a eu comme une petite pente, une petite baisse dans la wrestling. Quand ils ont connu le début de NXT aussi, c'était comme rendu plus clair, c'était quoi, il y avait peut-être trop de monde. Tu sais, l'époque de Bryan Adams, je peux penser que c'était peut-être le plus gros à cette époque-là, mais tu sais, les autres, je m'en souviens pas tant, peut-être c'est juste parce que j'y écoutais plus, mais là on dirait que dans les dernières années, c'est redevenu mainstream, puis c'est redevenu populaire, puis c'est pas le fun, tu sais, Logan Paul aussi, qui fait cette transition-là de star du web à maintenant star du ring, et on voit comme, je sais pas, peut-être on lève moins de nez à la lutte maintenant qu'on le faisait dans les dernières années. C'est un sentiment que tu as de ton côté ou c'est juste moi qui... Ben écoute, moi je pense que depuis... En passant, c'est Daniel Bryan, pas Bryan Adams. Ah, c'est ça. Bryan Adams, c'est le chanteur. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est juste, ça m'a fait rire, mais... ça serait malade qu'il lutte, par exemple. On attend tout ça. Mais oui, la lutte, elle a une renaissance, je trouve, depuis que la pandémie, parce que je pense, la pandémie, on a tellement comme vécu 1 an et demi, 2 ans de comme, on peut rien faire, on peut pas assister à des événements, que la lutte est comme en demande depuis ce temps-là, pas juste à WWE, mais également comme des circuits régionaux, comme un circuit indépendant. Mais oui, comme je dis, je pense que la pandémie a un petit impact. Puis en 2010, je pense justement, il manquait comme... Je pense qu'il y a eu... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte que la lutte a commencé un peu à chuter. Tu sais, les gens peut-être s'intéressaient un peu moins à ça. Mais je trouve vraiment que depuis le retour de la pandémie, je dirais comme 2022, il y a vraiment une renaissance à la lutte. Puis c'est sûr que la WWE a aidé à ça. Comme tu disais, Logan Paul, mais il y a aussi The Rock qui a fait son retour pour WrestleMania puis tout ça. Puis tout ça, comme il y a beaucoup de vedettes qui s'impliquent aussi dans WWE, là, comme... Bad Bunny qui a fait des matchs. Ça,
je pense à Pat McAfee aussi, tu sais, qui est souvent là, qui est commentateur. Donc, je pense que les gens commencent à réaliser comment c'est cool la lutte, comment c'est le fun. Puis je pense que vraiment, là, on vit comme une renaissance de la lutte. Puis qu'il y a des spectacles de lutte, là, il y en a peut-être 10 par week-end là, dans les environs de Ontario, Québec, des fois plus même. Des gros spectacles au Slush Poppy le 15 juin. Ils sont rendus presque 2000, 2500 billets. C'est fou là pour une compagnie de lutte indépendante. Le même jour, tu as NSPW à Québec, Golden Opportunity, qui est rendu à environ 1000 billets. Ils font le pavillon de la jeunesse à Québec, donc c'est huge. Non, c'est fou, là, comme je pense que la lutte est plus popularisée que jamais en ce moment, puis je trouve vraiment que c'est pour le mieux, parce que les gens commencent à réaliser que c'est un spectacle, ils commencent à le savoir. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de respect que quelqu'un qui disait la lutte c'est fake. Ouais. Je pense qu'il y a un tournage justement à ça, puis les gens ils comprennent, puis ils voient en fait tous les efforts qui sont faits avec ça. Mais là, faut parler de quelque chose qui s'en vient. Oui. Le 21 juin, un énorme solstice. Oui, spectacle de lutte. Tu vas présenter ça à Hawkesbury, dans ton chez vous, dans mon chez nous aussi. De pouvoir faire ça devant famille, amis, fans, des gens qui se déplacent d'un peu partout aussi, de créer cet événement-là, parce qu'il faut le dire, tu le crées de A à Z, évidemment, avec une équipe, mais reste que tu es quand même le pionnier de tout ça. De t'occuper de tout ça, est-ce que ça te rend bien fier de pouvoir faire ça chez vous? Oui, ben écoute, moi, je veux pas, c'est un peu moi le gars de lutte à Hawkesbury, donc je trouve ça cool. Je suis fier de porter ce titre-là parce que moi, ça me passionne depuis que je suis jeune, puis je comprends comment ça fonctionne aussi, sauf que je trouve que je suis le bon gars pour le faire. Mais non, vraiment le 21, ça va être tout un gala. On a vraiment hâte parce que je pense que c'est la meilleure carte qu'on a de 1. Donc, les meilleurs matchs vraiment qu'on va pouvoir donner à la foule d'Hawkesbury. Mais il y a aussi l'aspect local comme que je suis content d'intégrer dans le spectacle. Tu sais, veux pas, on a le Great Diversion qui va faire un spectacle en avant-show puis qui va ouvrir le spectacle en force. Donc ça, je suis vraiment content de vous avoir. Mais tu sais, pas juste vous, il y a aussi Max Richard d'Hawkesbury TV qui va être là pour un peu couvrir l'événement à sa façon. Là, fait que ça va être assez drôle. Il va faire des vox pop avec les fans et tout ça. Mais tu sais, on a Jacques Lamoureux qui est censé faire une apparition là également. Wow. Donc, petit scoop. Ensuite de ça, tu sais, justement, il y a bien du monde local qui sont impliqués dans l'événement. Puis moi, je trouve ça cool cette année, tu sais, parce que des fois, les dates, ça donne pas, pis tout ça. Mais cette année, je trouve on a réussi à aller vraiment chercher des, comme je dis, des gens de la communauté pour faire que cet événement-là soit encore plus spécial. Là, Moi, j'ai une question. Je veux finir là-dessus. Tu parles de scoop. Moi, je veux le scoop. Demande pas qui gagne. Là. Non, moi, je veux savoir si lui, il gagne. Les autres don't care. Toi, tu gagnes-tu? La seule chose que je peux te dire, écoute, je me bats pour le championnat contre McCree Martin. Puis ça, je pense que c'est vraiment le plus gros match de notre compagnie. Tu sais, veux pas l'histoire qui mène à ça. Moi, le TJB m'assassine que je me bats vraiment pour ce championnat-là depuis le début. Puis là, j'ai finalement mon opportunité devant ma foule, devant comme tu sais toutes les gens, comme tu disais, famille, amis et tout ça, contre McCree Martin, puis que ça, c'est un vraiment des meilleurs lutteurs au Canada, je dirais, là, qui est champion depuis 500 quelques jours, je pense. Donc, tu sais, il est dur à détrôner, mais je pense vraiment que ça va être un bon match. Moi, McCree, on a croisé le fer une fois. C'est lui qui a gagné, mais c'était vraiment un combat incroyable. Donc, je pense vraiment qu'on va pouvoir créer de la magie le 21. Puis là, si je vais gagner ou non, faut que les gens soient là pour le voir. Écoute, voilà. C'est ça la bonne réponse. Je pense que j'ai dit la même réponse l'année passée quand tu m'avais interviewé. Oui, 100%. Puis je vais t'apposer à chaque fois que je te vois. C'est la réponse, c'est la réponse à donner. Absolument. Écoute, sinon, ça l'enlève la magie derrière tout. De tout. Puis, qui sait, il peut y avoir des changements qui se font dernière minute aussi. Tu sais, la lutte, c'est comme n'importe quoi d'autre. Ça bouge. M'a porté mes shorts en spandex juste au cas où. T'es prête? Oui. Moi, ce que jamais. j'admire, là, c'est qu'il se bat. La dernière fois que je t'ai vu, tu t'es battu en jeans et je trouvais ça tellement hot parce que moi, je me suis dit, si jamais j'étais un lutteur un jour,
je serais pas en spandex, je serais pas en même, je serais en jeans. En jorts. En skinny jeans à part de ça. Ça serait dur, mais c'est pas grave, je le ferais pareil. Puis je pèterais des volets. Ma dernière... Là, je t'ai dit 3 fois que c'est ma dernière question. Là, c'est ma dernière vraie question avant de te souhaiter bon séjour et bonne lutte. Est-ce que vous portez des jackstraps? Non. À moins que... Il y a peut-être un lutteur que je suis pas au courant qui en met, là, tu sais, mais des fois, le seul que je pourrais peut-être voir, mais je pense pas, c'est Sexy Eddie, tu sais. Mais lui, je sais pas, faudrait que tu lui demandes d'enlever ses culottes, mais Sexy Eddie, il va être là, tout un personnage, le 21 juin, puis juste pour dire, pour les gens qui voudraient assister à l'événement, vous pouvez procurer vos billets au Fit Life Gym de Hawkesbury, au complexe sportif Robert Hartley, puis sur lepointdevente.com. Les VIP sont sold out. Il y en a plus. Demandez-moi pas. Merci. Donc, premier rangée, mais le reste, c'est 20$ d'avance, puis à la porte, c'est 25$. Donc, dépêchez-vous à prendre vos billets, ça va être tout un événement. Sauvez-vous un petit 5$ pour vous acheter une bière. Moi, c'est de même, je vois ça. Et voilà. Oui, exactement. Un grand merci, Mathis, puis je te souhaite bien des Frog Splash. Oui, yes, aussi. Merci à vous autres. Mais juste le bon montant, parce que ça doit faire mal un moment donné après 12. Là. Après 1, ça doit faire mal. Puis moi, je vais peut-être te demander un chokeslam la journée qu'on s'installe, qui sait. Oh. Mais c'est ça. Merci. Sur le drum ou? Non, ça, je laisse ça à Kurt Cobain. Moi, ça me tente plus. OK, c'est bon. Merci beaucoup, man. Merci à vous autres, les boys. À bientôt. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Gros merci au petit gibier. Il nous l'a dit après. Dans le match, il y a 9 Frog Splash. Il passe au travers de 6 tables et casse 3 chaises et embrasse la blonde de l'autre. Wow! Quand même un pas pire storyline. Moi, de tout ça, l'affaire qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'y a pas de jackstrap. Je le sais. Mais en même temps... Je trouve ça brave. Hey, c'est des flips. Sais-tu qu'est-ce qui est brave? Être dans le ring. Aussi, mais pas de jackstrap. Au baseball, ils mettent des jackstraps. Je l'ai vu se faire un souplex à terre, moi. Frog Splash sur le ventre de l'autre. Un genou à gauche, fini. Oh, that's it. Oublie ça. Le niveau de précision et surtout de confiance qu'ils ont entre eux, c'est ridicule. J'ai presque pas confiance à mon dentiste. C'est un professionnel qui a 13 ans d'études. Puis je suis comme, enlève-moi ces outils très sharp de ma bouche, je te fais pas confiance, mon chum. Mais eux autres, ils vont dans le ring. C'est comme, hey, salut, ça tente que je te fais un Frog Splash en 10 minutes? Oui. Yeah, man, ce serait sick. Pour contextualiser, Frog Splash, dans la lutte... On saute du troisième... C'est un carré de boxe. Oui. Vous sautez sur la troisième corde du haut, sur le poteau du coin, essentiellement. Il n'y a pas vraiment une plateforme, il y a comme un peu de padding que tu te mets dessus, puis c'est semi-stable. Oui. Et là, tu sautes de ça et tu fais genre un belly flop sur l'adversaire qui est couché sur le ventre par terre. Couché sur le dos, excusez, le ventre vers le haut. C'est parfait comme description. Bravo. Oui, merci. C'est très bien exécuté. C'est exactement ce que c'est. Et vous pouvez vous mettre dans une position fétale et ensuite l'ouvrir. Oui, exact. Pour faire un belly flop. Et créer un momentum incroyable. Tu fais semblant de faire une bombe, tu es comme psych, belly flop. Oui. Quoique faire une bombe sur quelqu'un serait un bon finisher, mais peut-être dangereux. Juste un finisher point. C'est pas théâtral à ce point-là. C'est juste on s'en va à l'urgence. L'histoire est terminée, genre. Ouais, c'est ça. Le storyline n'y existe plus. Non, c'est ça. C'était vraiment intéressant. 21 juin, Hawkesbury. Commencez l'été avec la lutte. Absolument. C'est cool, pareil. Il y a un petit show rock à la fois. Ah aussi? T'es là? T'en perds faux? Tu vas jouer dans le ring. Bien excité de ça. J'ai jamais mis les pieds dans un ring. Je te dirais que c'est quelque chose d'assez commun, ça. Que les gens n'ont jamais fait ça. Moi, dans ma tête, je pensais l'avoir fait déjà. Toute histoire avec un bachelor qui s'est pas passé. En tout cas, grosse affaire. La COVID, malheureusement. Mais ton bachelor, d'abord. Oui, j'étais supposé aller dans un ring puis faire de la lutte. Mais ça, partie remise parce que c'est un de mes rêves. Tu t'aurais pété 2 quads aussi. T'aurais été à ton mariage, les 2 ACL de pété.
Il descend l'allée en béquille. C'était une très mauvaise idée pour un bachelor, en même temps une excellente idée, mais qui peut vraiment mal finir. Oui. Fait que je suis peut-être content d'une certaine façon, mais là, je vais le vivre avec ma passion à moi, qui est faire du rock, avec Simon et Pat, avec The Red Diversion. Puis je suis bien content de ça, de faire partie de cet événement-là et de jouer pour la première fois à Hawkesbury avec The Red Diversion. Ben en fait, avec... Ouais, la dernière fois que j'ai joué, c'est avec Acouphène en 2011, je crois. Wow. 2012 peut-être. Dans une école? Oui, dans une école. Et on a joué un moment donné... T'as joué avec Céleste aussi, à Noël, il y a pas longtemps, à l'ECRH. T'as raison. J'étais là en plus. J'avais oublié ça, oui. J'ai joué là. Fait que c'est la dernière fois que j'ai joué avec Hawkesbury. Ben voilà. Mais sinon, avec mes projets... Première fois. Donc, très cool. Très, très, très heureux de pouvoir faire ça avec ce beau gala de lutte. Ouais, le 21 juin. À Hawkesbury. Allez acheter vos billets. Au complexe Robert Hartley. C'est ça, Bob Hartley, l'aréna. Exact. L'aréna de Hawkesbury. Mais il y a aussi une piscine, d'où le nom complexe. Exact. T'as raison. C'est pas mal juste ça. C'est à cause de ça. C'est la seule différence. J'ai jamais pensé à ça avant, mais c'est exactement ça. C'est la piscine municipale ou l'aréna municipale, mais s'il y a deux choses. C'est un complexe. Ou s'il y a un terrain de squash, ça devient un complexe municipal. Mais la salle où on est dedans, c'est une salle multifonctionnelle de plein d'affaires. Donc, c'est ça. Je pense que c'est aussi là que j'ai été avoir mon shot de COVID. Ça se peut. Mais mon vaccin, pas mon shot de... En tout cas, il y a une petite partie de vérité dans tout ça. On a une petite partie du virus. En tout cas, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça n'a pas rapport. On se voit peut-être à la lutte. Et sinon, deux autres invités cette semaine, Céleste Lévy, Steph Paquette, pour finir cette première saison de Quoi tu parles de. À très bientôt. Salut!